Bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette nouvelle session. Après la petite pause que nous avons eue, c'est un plaisir de tous vous voir. On avait hâte de pouvoir reprendre les sessions, donc quel bonheur de nous retrouver ici. Nous allons vous donner quelques instants pour vous préparer. Nous allons commencer avec l'introduction. Nous avons de super orateurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler des entreprises et des actions climatiques. Donc voilà, vous avez ici nos réseaux sociaux, taguez-nous, parlez de nous, là où vous pouvez. Je suis une de vos présentatrices, je m'appelle Clarissa et je fais partie de Oxford Net Zero. Avant que je donne la parole à l'autre modératrice, Merna, rap- vous avez envie de poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé à Bonn. Vous avez beaucoup de questions, il y a eu quelques petits incidents, mais nous allons parler de cela à la fin de la session. Merna, à toi la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Merna, je suis la modératrice du côté du GYC. Merci d'être ici aujourd'hui. Donc, comme Clarissa l'a dit, nous allons parler de Bonn à la fin de la session. Donc, le 7 juillet, les bourses vont également être ouvertes. Donc, cette session concerne la compréhension du rôle du paysage de gouvernance Net Zero et la responsabilité des entreprises. Voilà donc l'ordre du jour. Donc, Alexis sera la première oratrice, puis Karim et puis Tracy. Nous aurons également une session de questions-réponses avec des questions dans le chat. Et puis, il y aura un moment de réflexion. Et puis nous allons avoir des salles de discussion privées. Donc les orateurs peuvent nous rejoindre ou bien quitter la session. Donc nous souhaitons que vous puissiez interagir dans ces salles de discussion. Donc Alexis est notre première oratrice. Elle est donc responsable de l'engagement des parties prenantes et chercheuse associée au sein d'Oxford Net Zero. Elle fait le lien entre la recherche et l'action afin de promouvoir des stratégies de neutralité carbone crédibles et alignées sur la justice sociale. Elle a co-créé et co-dirige le Global Youth Climate Training Program, ce qui a permis à plus de 5000 jeunes militants pour le climat de se familiariser avec les négociations de la CCNUCC. Elle est membre du groupe de travail technique du Greenhouse Gas Protocol, contribuant à la première révision du Corporate Standard, les normes des sociétés, depuis 20 ans. Elle co-dirige également l'Oxford Sustainable Business Program, un programme de formation continue destiné à renforcer les compétences des dirigeants. Et elle fait également partie du domaine de la conservation de la biodiversité marine au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être nouveau ici après la pause pour l'événement organisé à Bonn. Donc, en plus du travail que nous faisons pour organiser ce GYTC, le Global Youth Climate Training Program, je m'assure que les entreprises qui s'engagent pour la neutralité climatique le font vraiment, et ce de matière intègre. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, premièrement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, pourquoi nous préoccupons-nous des entreprises? Je sais que nous parlons beaucoup des acteurs étatiques, mais il faut également parler des acteurs non étatiques, particulièrement les entreprises. Ensuite, il faut comprendre ce que l'on veut dire avec le paysage de gouvernance de la neutralité carbone. Nous allons expliquer cela plus en détail. Et enfin, nous allons combler les failles dans la gouvernance de la neutralité carbone. C'est le rôle des secteurs du service professionnel. Donc, levez la main de manière virtuelle. Qui a déjà vu ces lignes colorées avant? Donc, c'est une base de données qui est centralisée ici à Oxford, à 30 minutes de chez nous.
Donc, c'est une représentation visuelle des températures moyennes et de leur augmentation au fil du temps. Donc, c'est un rappel visuel édifiant sur la manière dont l'atmosphère se réchauffe. Premièrement, je souhaitais vous présenter ce visuel. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, je vois que certains auront des chemises, des cravates qui sont faites de ce visuel. Et donc, c'est un peu une métaphore du rôle que nous jouons. Et nous souhaitons faire que ces recherches académiques soient tangibles. Et notre rôle est de se concentrer sur les recherches et faire qu'elles soient compréhensibles pour le grand public. Donc ici, cela représente des données très complexes, mais c'est assez simple à comprendre de cette manière, avec ce visuel. J'aimerais, j'aime toujours commencer ma présentation par cette citation de Catherine Wilkinson, qui a étudié à Oxford. Elle a fait la même formation que la mienne, et je sais que ceux qui font partie de ce programme ont fait l'objet d'un, d'une sélection très précise. Et ensuite, l'on ressent ce sentiment de volonté de changer le monde. Et dans de nombreuses candidatures, nous avons vu que certaines personnes ressentaient de l'anxiété, de la peur, une certaine excitation pour l'avenir. Et je le ressens également. Je peux m'identifier à vous. J'aimerais dire que c'est un moment magnifique pour être en vie, car nous sommes ici. Et ce que l'on peut faire, c'est de lutter pour un avenir, une planète où l'on peut vivre, pour nos frères, nos sœurs dans le monde et pour les générations qui arrivent. Mais c'est un moment magnifique pour être en vie à une époque qui compte tant. Donc, premièrement, pourquoi nous préoccupons-nous des entreprises, particulièrement pour ceux qui viennent des endroits où l'État joue un rôle plus important pour déterminer les actions climatiques? Donc, je vais vous donner trois raisons. Premièrement, c'est leurs émissions. Donc, 72% des émissions de CO2 mondiales liées aux combustibles fossiles et au ciment entre 1854, donc de la révolution industrielle jusqu'en 2022, peuvent être attribuées à 122 fabricants industriels. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il y a un petit groupe d'entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie et qui euh, sont ceux qui définissent les chaînes d'approvisionnement. Et c'est une source qui vient de Influence Map, donc vous allez pouvoir ensuite retrouver ces informations. Ensuite, la deuxième raison, c'est leur argent. Donc, les entreprises et les acteurs non étatiques représentent seulement un peu plus des fonds d'investissement et sont considérés seulement comme étant alignés avec les accords de Paris. Et enfin, peut-être le point le plus important, c'est les ambitions des entreprises. Donc, les décideurs politiques, les acteurs étatiques, cela leur permet d'être ambitieux. Donc ici, c'est une visualisation, un visuel de cette boucle de l'ambition. Donc voyons qu'il y a des mécanismes de mise en place. On le voit que les entreprises mettent en place des objectifs très ambitieux, eh bien cela donne la possibilité, l'ambition aux États de mettre en place également des objectifs assez importants pour être sur un pied d'égalité. Donc c'est très difficile pour les décideurs politiques de prendre des décisions pour lesquelles il n'y a pas de jurisprudence, entre guillemets, pour les comportements des entreprises ou qui pourraient être sujets au lobbying. Nous allons en parler également plus tard. Et les entreprises ambitieuses qui souhaitent aller plus loin, de manière plus ambitieuse pour le climat, font parfois, sont parfois entravées par la peur de perdre beaucoup, d'être les premiers à investir dans la recherche et le développement, ou bien de mettre en place plus de choses qui seraient plus coûteuses pour les consommateurs. Donc, les bonnes nouvelles, c'est que les engagements de neutralité carbone augmentent.
Donc les entreprises, mais également dans les États et dans les régions, continuent d'augmenter. Et cela vient d'une base de données qui est rassemblée et mise en place par Oxford Net Zero. C'est le Net Zero Tracker. Donc c'est une collaboration entre 4 institutions. Nous utilisons des morceaux de ce rapport qui ont été utilisés ensuite par le secrétaire général des Nations Unies pour donner certaines analyses sur la manière dont ces recommandations ont été écoutées. Donc les engagements des entreprises pour la neutralité augmentent. Donc en décembre 2024, nous avons vu qu'il y a eu une augmentation. Donc c'est une attente du marché, des consommateurs et en général, il y a assez de promesses pour la neutralité qui permettent de montrer que l'on met en place des actions pour le climat. Donc la question est, qu'en est-il, qu'arrive-t-il après que l'on ait mis en place un objectif de neutralité climatique? Oui, c'est très bien d'avoir mis en place ces objectifs pour 2050, mais nous devons avoir des engagements solides, transparents, responsables. Il faut s'assurer que ces promesses sont respectées. Et oui, il faut pouvoir être tenu responsable pour ses actions. Donc, chez nous, à Oxford Net Zero, notre travail est de traduire cet objectif mondial et l'équilibre des émissions du monde en des actions des entreprises. Nous faisons ça pour nous assurer que les normes, les politiques qui soutiennent ces promesses d'engagement climatique permettent une vraie mise en place des objectifs d'ici à 2050. Donc, c'est plus qu'un concept physique, mais c'est une série de promesses qui sont mises en place pour le climat. Donc, il y a déjà beaucoup d'aides, beaucoup de guides qui sont accessibles. Donc, il y a un système de gouvernance qui souhaite guider ces agissements des entreprises pour le climat. Donc, comment les crédits carbone doivent être utilisés, quelle est la cible 2050, 2060, comment les travailleurs, les communautés se retrouvent dans ce programme de transition écologique. Donc, il y a énormément de guides. Et en 2022, nous avons réalisé une analyse qui a été demandée par des acteurs d'entreprise. Mais il y en a tellement et on a l'impression que on ne sait pas forcément ce qu'on doit faire. Il y a certaines contradictions, donc on ne sait pas vraiment ce qui est la bonne attitude à adopter. Donc oui, il y a beaucoup de documents qui sont publiés, mais ils disent tous la même chose sur ce que sont des bonnes pratiques de neutralité carbone. Bien sûr, avec des nuances, parfois il y a certaines contradictions, mais toutes les bonnes pratiques de neutralité carbone se sont réunies sous une définition. Pour le moment, il y a des choses nuancées, un petit peu plus floues, notamment sur la manière dont la neutralité climatique doit contribuer à ces plans de changement climatique et à une neutralité climatique plus égalitaire. Donc, c'était tellement utile ce qu'on a fait en 2022 que nous l'avons refait en 2024 pour montrer comment l'horizon, le paysage de gouvernance a changé et voir quels étaient les points de contention. Donc, nous avons publié ce document. Et donc, cela inclut quelle est la date cible recommandée pour atteindre la neutralité carbone, etc. Comment mesurer les émissions. Et vous pouvez trouver cela sur notre site internet. Mais nous allons également mettre le lien dans le chat.
Donc, comme je l'ai dit, il y a de nombreuses choses sur lesquelles nous sommes accordés, sur le fait que la date cible pour la neutralité carbone ne devrait pas dépasser 2050. La date finale doit être accompagnée d'objectifs intermédiaires, généralement à intervalle de 5 ans. Donc, nous assurer que nous avons une date cible de 2050, que les changements se fassent entre en 2025, en 2030, 2035, etc. Nous sommes également accordés sur le fait que les compensations doivent être maintenues en dehors des frontières organisationnelles. Cela veut dire que on ne devrait pas utiliser les compensations carbone pour minimiser nos émissions. Et enfin, la semaine dernière, quelqu'un l'a mentionné, certaines analyses par Oxford montrent, etc. Et oui, c'est notre analyse, que des bonnes pratiques veulent dire lier les rémunérations des dirigeants aux objectifs de neutralité carbone. Car oui, certaines entreprises font la promesse pour arriver à une neutralité carbone, mais finalement, les dirigeants ne sont pas ceux qui sont tenus pour responsables pour la mise en place de cette promesse ou non. Donc, malgré tout cela, il y a toujours encore certaines failles dans le paysage de gouvernance de la neutralité carbone, et certains sont plus difficiles à mesurer. Ou alors, c'est calculé de manière un peu plus qualitative. Donc, il y a un rôle très flou de la biodiversité et la nature lorsque l'on souhaite arriver à la neutralité carbone. Donc, il faut travailler, oui, sur l'équilibre de nos émissions carbone, mais si on n'arrive pas à respecter la biodiversité, nous n'arrivons pas à une bonne planète, une planète où l'on peut vivre. Il y a également le rôle flou de l'adaptation en ce qui concerne la neutralité carbone, particulièrement dans le contexte de nombreuses zones dans le monde ou des lieux où l'adaptation est encore plus importante que notamment la diminution, notamment en Asie, qui est l'une des régions les plus importantes où les entreprises mettent en place des engagements de neutralité carbone. Donc, il y a également les critères de compensation. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce qui est considéré comme étant une bonne compensation? Donc, les deux critères importants sont l'additionnalité, donc s'assurer que l'atténuation se fasse ou non avec l'avantage d'une compensation. Et il y a aussi la permanence. Donc, par exemple, si un crédit carbone est une forêt, et vous citez le fait que vous avez acheté un crédit carbone pour justifier plus d'émissions et que cette forêt brûle durant un feu de forêt à cause du changement climatique et que le dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, il n'y a pas de permanence dans cette compensation. Les émissions du scope 3 sont recommandées, parfois limitées. Donc maintenant, c'est une recommandation universelle pour arriver à l'objectif de neutralité carbone. Donc, certaines normes disent que les scope 3, les émissions de scope 3 doivent être pertinentes, mais on ne définit pas réellement ce que c'est. Donc, il y a des normes de Oxford Net Zero pour le protocole des gaz à effet de serre. Donc, cela a pris 20 ans. Donc, c'est la norme pour mesurer les émissions. Donc, nous travaillons beaucoup avec ce groupe de travail sur quels sont les critères pour ces émissions de scope 3. Et enfin, le dernier point de ma présentation est le rôle peu clair des cabinets de services professionnels, c'est-à-dire les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil en gestion, les agences de publicité, qui facilitent les émissions à travers leur travail. Donc, McKinsey a augmenté la
productivité d'une usine de production d'électricité. Mais aujourd'hui, les normes se concentrent seulement sur les émissions opérationnelles, donc celles dont on est responsable, et non pas celles que l'on crée au travers de notre travail. Donc, ce concept des émissions liées au service veut dire que l'on ne se concentre pas seulement sur les émissions opérationnelles, mais sur les services que l'on offre, les conseils que l'on donne, les clients avec lesquels l'on travaille, donc les narratives que vous modelez. Donc, nous avons fait des analyses avec une agence de publicité et ils ont montré que les émissions liées au service étaient 42% plus importantes que leurs émissions opérationnelles. Donc, en réponse à cette faille, nous allons travailler avec la campagne Race to Zero sur la manière dont on peut définir ce que veut dire la fourniture de services avec un monde à 1,5 degré. Donc, il y a la participation et la contribution de cabinets d'avocats, d'agences de publicité et de relations publiques. Donc, cela inclut que durant la première étape, on fait une analyse de qui sont les clients, quels sont les travaux que l'on fait avec eux, en intégrant le climat dans de processus de diligence raisonnable, d'audit préalable lorsqu'on choisit de nouveaux clients. Donc, certaines entreprises n'acceptent pas des clients si ce sont des fabricants d'armes ou bien si dans leur chaîne d'approvisionnement, il y a une exploitation des enfants. Donc, cela existe déjà pour éviter les scandales et puis pour être en alignement avec les valeurs de l'entreprise et pour intégrer le changement climatique dans ces processus. Donc, Tracy en parlera également, mais l'idée est d'utiliser votre pouvoir, votre influence comme un certain lobby pour impliquer ces émissions liées au service dans le paysage de gouvernance du changement climatique. Donc, nous avons une phase de mise en œuvre avec 3 groupes de praticiens, avec des cabinets d'avocats, des agences de publicité, de cabinets de conseil. Donc, comment traduire ces 6 domaines d'action dans des guides, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Car nous sommes dans cette période maintenant. Donc, si cela vous intéresse, si vous travaillez dans une entreprise comme cela, si vous souhaitez travailler dans ces groupes de mise en place, rejoignez-nous. Donc ici, vous avez des ressources. Vous pouvez regarder les sites internet, les podcasts, les livres qui, je pense, ont modelé ma manière de penser. Et j'espère que vous allez pouvoir y avoir accès également. Donc, si vous avez des questions, envoyez-moi un email. Et j'espère que vous aurez évidemment des questions. J'ai hâte de regarder les présentations de Tracy et de Karim. Merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. C'était très intéressant et j'ai vu que cela a suscité beaucoup de réactions dans le chat. Donc, mettez toutes vos questions dans le chat. À la fin de la session, nous allons faire une session de questions-réponses avec tous nos orateurs. Donc, nous allons maintenant présenter notre orateur, donc Karim Erabsala. Il est ingénieur en aérospatial et cofondateur ainsi que directeur général d'Aten Energy, une entreprise de solutions climatiques spécialisée dans les énergies renouvelables et la décarbonation dans la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Karim a auparavant fait partie de l'équipe des champions de haut niveau pour le climat des Nations Unies dans le cadre de la campagne Race to Zero. Il a joué un rôle déterminant dans la régionalisation des normes de neutralité carbone, le développement de mécanismes de responsabilité et l'intégration des principes d'équité et de justice dans les cadres climatiques mondiaux. Il est également conseiller régional jeunesse
auprès des Nations Unies, négociateur lors de la COP27 et de la COP28 et fervent défenseur de l'inclusion des jeunes dans la gouvernance climatique. Son travail fait le lien entre politique publique, secteur privé et engagement des jeunes afin de garantir que les engagements climatiques soient à la fois ambitieux et crédibles. Merci beaucoup, Clarissa, pour cette belle présentation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis sûre que ça va être une très belle session. Nous avons déjà appris beaucoup de choses de la présentation d'Alexis et j'ai hâte d'écouter celle de Tracy. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au lien entre le monde de l'entreprise, l'action climatique des acteurs non étatiques, les politiques publiques, la régionalisation et les énergies renouvelables. Et tout ça, en fait, est lié à un travail que je fais depuis un an, puisque je travaille auprès des Nations Unies, etc. Et je travaille actuellement dans le secteur privé avec une entreprise de développement d'énergie renouvelable. Et l'idée, c'est vraiment de regarder un problème sous différents angles. Donc, je pense que pendant toute votre formation, comme Alexis l'a dit, vous êtes peut-être un peu plus focalisé sur la négociation, le soutien des politiques publiques et tout ça, en fait, c'est vraiment focalisé sur les acteurs étatiques. Et je crois que bien souvent, on ignore, et c'était mon cas aussi, les acteurs non étatiques qui, en fait, font de la véritable économie. Parce que si on les ignore, on va peut-être pas forcément atteindre les objectifs. Et Alexis a bien montré leur contribution. Et notre histoire commence en 2022, lorsque j'étais un peu plus jeune, et j'avais beaucoup plus de questions que de réponses. C'est encore le cas, mais à l'époque, j'avais encore plus de questions que maintenant. Et j'étais très confus par rapport au paysage de l'action climatique. Et je me demandais où était le problème, parce que en tant qu'ingénieur, j'ai une approche très pragmatique. On a un problème, on cherche comment le résoudre et on le résout. C'est aussi simple que ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a de la confusion? Euh, et donc, puisque on s'est mis d'accord sur les accords de Paris, par exemple, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et j'ai assisté à un événement très intéressant euh, aux Émirats arabes unis et j'ai rencontré Nigel Topics, qui était donc champion à haut niveau pour le climat pour les Nations unies pour la COP26 et qui m'a vraiment aidé à comprendre la nature du problème à haut niveau. J'étais juste à l'époque un jeune intéressé par le climat, mais ça m'a donné envie de comprendre plus. Et donc, j'ai décidé d'aller le voir et de lui demander si je pouvais le rejoindre. Et ça a été c'est quelqu'un de très sympa. On a eu une conversation pendant une vingtaine de minutes. Et je voulais vraiment le défier le maximum. Parce que je me disais, si quelqu'un en termes d'action climatique a des réponses, ça va être lui. Et je lui dis, OK, écoutez-moi, j'essaie de comprendre un peu cette histoire d'action climatique. On a les accords de Paris, on se dit, OK, on veut atteindre la neutralité carbone par 2050, on a des objectifs, on devrait être en bonne voie, mais d'après les données de la COP26 en 2021, nos émissions ne baissent pas, elles augmentent. Donc, on prend vraiment une voie opposée. Et tout ça, pour moi, ça me rend perplexe. Mais le fait est que les accords de Paris, c'est un accord entre des parties, c'est pas contraignant, c'est fait de promesses entre les gouvernements, de confiance, mais qui n'existe pas en fait. On le voit hein, dans la situation, avec la situation géopolitique dans le monde, les pays qui sortent des accords comme ça. Et donc je me suis dit, ok, donc le système qui est construit là-dessus est cassé. Et donc ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner si on ne taxe pas l'entreprise, etc.
si on n'a pas un accord contraignant. Et moi, je voulais vraiment le pousser dans ses retranchements pour qu'il puisse me donner une réponse. Et sa réponse était, vous avez raison, je ne crois pas que les accords de Paris fonctionnent. On est dans un système politique polarisé, dans un monde polarisé, et ce n'est pas un accord contraignant. Donc, on ne peut pas forcer les pays à s'y soumettre. Et là, j'étais très déçue, très confus. Et je me suis dit, OK, peut-être qu'il faut que je trouve autre chose sur quoi travailler. Mais ce qu'il a dit, et c'est vraiment ça qui a poussé mon travail et cette présentation aujourd'hui, il a dit, OK, on va essayer une autre approche. Et Nigel et moi aussi, vous aussi, je pense que lorsqu'on voit un gros problème devant nous, vous savez, on a trois réactions. Soit on s'enfuit, soit on reste figé, soit on se bat. Et on s'est dit, OK, alors c'est très déprimant la situation, mais on va se battre. Et alors qu'on ait une approche verticale, avec les gouvernements qui se mettent d'accord sur certaines choses, des politiques publiques, etc., ou qu'on fasse une approche plutôt du bas vers le haut, euh, à voir. Mais c'est en tout cas à ça que servent en fait les champions, de vraiment adopter cette approche à partir de la base, d'avoir des engagements volontaires, de faire ce travail de plaidoyer, etc., pour montrer au gouvernement que, OK, vous ne vous faites pas confiance, vous voulez pas agir, mais l'économie avance. Et quelque chose qu'il a aussi ajouté qui était très intéressant, c'est que le problème du changement climatique n'est plus une question scientifique, c'est une question économique désormais. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on vraiment change de paradigme. Et c'est comme ça qu'on peut éventuellement résoudre ce problème. Il faut vraiment intégrer les paramètres économiques du changement climatique et de son action. Et c'est là que la campagne Objectif Zéro, Race to Zero, entre en jeu. Et donc, elle inclut les acteurs non étatiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas, tous les acteurs qui ne sont pas dans les salles de négociation, si vous voulez. Et c'est une campagne, une initiative qui dépend vraiment donc des champions à haut niveau du changement climatique des États-Unis. Et le mandat a été créé donc à la COP 21 de Paris en 2015. Et le mandat a été prolongé à la COP 25 en 2019 pour améliorer notamment le partenariat de Marrakech sur l'action climatique. Et puis, le plan quinquennal a été approuvé lors de la COP 26 en 2021. Alors, qu'est-ce que c'est que cette campagne Objectif Zéro? C'est une campagne mondiale qui rassemble à l'heure actuelle plus de 15 000 acteurs non étatiques. Et donc, lorsqu'on parle d'acteurs non étatiques, encore une fois, c'est toutes les parties prenantes, euh, notamment les organisations de jeunes, etc., qui ne sont pas dans les salles de négociation. Et donc, quelle est la règle d'or? La règle d'or, c'est on veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est l'objectif des pays, etc., mais pas de tout le monde. Mais il faut s'assurer en fait que les acteurs non étatiques sont d'accord avec cet objectif et le soutiennent et font ce qu'il faut. Et l'idée, c'est aussi de diminuer par deux, de réduire de moitié nos émissions d'ici 2030. Alors, comment rejoindre la campagne? J'ai demandé à Clarissa de vous partager pas mal de liens pour comprendre, mais ce que j'aime
le plus dans cette campagne, c'est qu'elle est ouverte à tous et à toutes. Alors, je vais vous montrer dans la diapo suivante des cibles un peu plus spécifiques selon votre situation, mais que vous soyez une entreprise, que vous soyez à l'université, que vous soyez une institution financière, un établissement de santé, tout le monde peut trouver moyen de participer. Et moi, je voulais contribuer à ces grandes choses qui se passaient, mais je ne savais pas comment faire. Et donc, par exemple, lorsque j'étais à l'université, j'ai discuté avec l'université par rapport à cette campagne. Et puis, pareil, après, lorsque j'ai rejoint une entreprise. Et donc, c'est centré sur les 5 P en anglais que vous avez au milieu, donc persuader. Ah non, pardon, ça commence par une promesse. Il faut d'abord faire une promesse, vous engager euh, pour la neutralité carbone. Ensuite, vous devez planifier et vous dire comment est-ce que vous allez atteindre cet objectif, réaliser cette promesse. Ensuite, vous essayez de la mettre en œuvre, puis vous allez publier vos résultats, les progrès que vous avez faits, et puis bien sûr, il faut que vous fassiez un travail de plaidoyer aussi. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas se contenter de promesses. C'est pour ça que ces 5 P sont importants. On ne peut pas faire de promesses, les annoncer, sans mettre en place des choses pour y parvenir. Et il faut avoir suffisamment d'actions pour atteindre les objectifs fixés. Et c'est là que la conversation qu'on a entre en jeu, parce que souvent on va dire, OK, il n'y a pas de responsabilité, on n'a pas assez de données, etc. Même si vous allez jusqu'à la publication, il y a quand même aussi l'alignement avec les politiques. Ce que j'aimerais aussi vous expliquer, c'est que on ne s'inscrit pas tout de suite à la campagne Objectif Zéro. Mais ça s'intègre à de nombreuses initiatives dans le monde. Il y a des initiatives pour les villes, pour les PME, pour les hôpitaux, etc. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer que toutes ces initiatives sont alignées sur les objectifs des accords de Paris. Et lorsqu'on sait qu'une institution est partenaire de la campagne Objectif Zéro, donc Race to Zero, ça veut dire que voilà, les objectifs sont bien en ligne, enfin alignés plutôt. Et ça ne veut pas dire qu'on a juste un groupe disparate de gens qui ont décidé, OK, de souscrire à cet objectif de neutralité euh, carbone. Mais ici, vous pouvez dire, OK, on peut dire que, par exemple, ICLEI a des processus, a des cibles, des objectifs précis pour atteindre cette neutralité carbone. C'est certifié. Et donc, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que si vous êtes un hôpital et que vous voulez agir, vous voulez intégrer cette campagne, il vous suffit de trouver un partenaire, etc., qui traite avec les hôpitaux. Alors, parlons un peu de l'évolution de cette campagne. Donc, c'est une initiative, mais qui vraiment souligne en fait le mouvement aussi pour la neutralité carbone des acteurs non étatiques. Et ces 10 dernières années, on a eu une intégration massive des entreprises. On veut vraiment que les entreprises, les acteurs non étatiques s'engagent. Ça, c'était la phase 1, avec le premier P, la promesse. Et comme vous avez vu avec les chiffres précédemment, on a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans ces objectifs. On a même 50% du SCP 500. Mais ensuite, bien sûr, il fallait des normes très, très définies.
très bien définies. Comment est-ce qu'on va les évaluer, etc. Et ça, c'était en fait, ça visait à combler un peu des lacunes. Parce qu'on peut dire, OK, moi je veux rejoindre ce mouvement pour la neutralité carbone, mais en gros, ça veut dire quoi? La phase 3, qui était à son apogée lorsque je travaillais là-dessus il y a 2 ans, c'était vraiment la responsabilité. On a eu de très bons chiffres sur la campagne, beaucoup d'actions, mais, mais on disait, OK, d'accord, vous avez des engagements, mais maintenant, produisez vos rapports, montrez-nous. Parce que beaucoup de personnes qui se sont inscrites dans la campagne, qui participaient, n'étaient pas capables de nous donner en fait des données concrètes ou ne voulaient pas pour différentes raisons. Il y avait une question de confidentialité des données, par exemple, ou alors manque de volonté de partage des émissions. Donc, c'est bien beau d'avoir un engagement, mais il faut pouvoir prouver ces engagements et ce qu'on fait. Et puis, bien sûr, la phase 4, c'est la régionalisation et le partage équitable, et on va revenir dessus. Alors, pour parler un peu de transparence de données et de responsabilité, il y a beaucoup d'organes à l'heure actuelle dans le monde qui s'assurent qu'on gère tout ça de très bonne manière, notamment le CDP, qui évalue les rapports environnementaux des entreprises. Influence Map va plutôt révéler la discordance entre les engagements des entreprises et leurs actions de lobbying. Et puis, le protocole des GES qui normalise la façon dont les entreprises mesurent et déclarent leurs émissions de catégorie 1, 2 et 3. Alors, ici, c'est juste un résumé, hein. Il y a beaucoup d'informations intéressantes et de détails. Alors, quelles lacunes existent? Eh bien, tout ça, c'est volontaire. Donc, par exemple, les 50% du S&P 500 ne vont pas forcément poursuivre leurs engagements lorsque les États-Unis se sont retirés des accords de Paris. Il y a aussi bien sûr l'absence fréquente de prise en compte de la catégorie 3, donc de nombreux rapports des émissions de catégorie 3, et puis, comme Alexis l'a mentionné, les émissions du secteur des services qui sont souvent négligées, et puis bien sûr les méthodologies incohérentes entre les régions. Mais il y a aussi d'autres moyens en fait d'évaluer un peu tout ça, et ça, c'est là que le contrôle public entre en jeu. Par exemple, ne vous contentez pas d'accepter les données proposées par les entreprises. Il faut leur dire, OK, comment est-ce que vous êtes parvenu à ça? Et c'est vraiment notre rôle d'être un peu des organes de surveillance. Et je pense qu'il est très important de dire que sans transparence et responsabilité, les engagements en faveur de la neutralité carbone ne sont que de la communication. Ce sont les données qui rendent le plaidoyer possible. Alors, pour passer à la régionalisation, qu'est-ce qu'on entend par régionalisation? Je vais d'abord vous montrer ça. Ici, vous avez des données qui datent de juin 2023 et les parties où les membres de la campagne Objectif Zéro, qui a commencé donc au Royaume-Uni, mais on voit que c'est beaucoup trop important que ce soit le Nord global qui représente 77% en fait des membres euh, de la campagne. Et le problème, c'est que les normes mises en avant se focalisent encore une fois sur le Nord global et ont été mises en place par le Nord global. Or, il faut qu'on s'assure que on n'a pas une norme pour tous parce qu'on s'est rendu compte que la neutralité carbone n'est pas une solution universelle. Ça va pas fonctionner pour tout le monde. Il faut qu'on développe des critères qui se basent sur la situation propre à chaque entreprise. Par exemple, une entreprise en Afrique
Une petite entreprise en Afrique ne va pas suivre le même chemin qu'une petite entreprise aux États-Unis, en Europe ou en Amérique latine. Il y en a qui vont se focaliser sur l'adaptation, d'autres sur le financement, certains sur le développement, etc. Il faut vraiment développer des normes qui absorbent, qui intègrent toutes ces différences. C'est très important que les gens participent au développement de ces critères, que ça soit pas juste, que ça ne leur soit pas juste imposé. Parce que si on ne réussit pas à résoudre ce problème-là, on ne va pas parvenir à un mouvement mondial. Et un petit exemple que j'ai rencontré lorsque je travaillais là-dessus, donc je devais régionaliser le contenu dans le Sud global. Et lorsque je parlais à des acteurs non étatiques en Afrique, par exemple, juste mentionner le terme neutralité, pouf, ça les intéressait pas. Ils voulaient plus m'écouter. Parce que si on regarde les émissions de l'Afrique, c'est 1%. Et donc, la neutralité carbone, pour eux, c'est pas pertinent, c'est pas leur campagne. Et donc, il faut ajuster la campagne pour leur montrer que si on a besoin d'eux, mais on a besoin d'eux de manière pertinente. Il faut leur faire comprendre que si ils ne rejoignent pas cette nouvelle économie, ils vont rester derrière et que la nouvelle économie va être encore contrôlée par le Nord global sinon. Voilà un petit peu un aperçu de la régionalisation. Alors, un des derniers concepts qui est très important, c'est ce qu'on appelle le partage équitable, l'équité et la justice. Et il faut absolument que ce principe soit intégré à notre travail. Pour moi, au début, ce concept était assez curieux. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, c'est très clair, il faut, d'accord, que tout soit juste, etc. Et comme vous voyez ici, qu'on a les États-Unis, le Canada et la Chine, qui sont les plus gros pollueurs, ne peuvent pas avoir les mêmes normes de mesure de leurs émissions que le Kenya, par exemple, qui est très bas. Et il faut mettre cela en action. C'est très difficile, en fait, de définir, de mesurer le partage équitable, l'équité et la justice, de différencier tout ça. Donc, c'était en développement lorsque je travaillais avec les Nations Unies. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas vraiment trouvé de consensus là-dessus. Enfin, je voulais vous dire que toutes ces choses peuvent sembler assez intenses, difficiles à digérer, et vous vous dites, comment est-ce que je peux contribuer? Je voulais dire que d'autres jeunes comme vous, peut-être même plus jeunes, ont contribué à cette campagne. J'ai parlé beaucoup de mon exemple, mais vous avez des articles ici en exemple et vous pouvez faire bien plus que ça parce que je pense vraiment que la jeunesse va changer la donne et peut co-créer et contribuer aux normes et ne pas juste être les gardiens de la responsabilité. Voilà. C'est tout pour moi et j'ai hâte de la présentation de Tracy. Merci. C'était très, très utile. Merci. Vous avez tout à fait raison. Il faut absolument que les jeunes tiennent les entreprises responsables. Voilà. Merci beaucoup, Karim. Et notre prochaine oratrice est Tracy Rambert, qui est directrice associée du programme Changement climatique et justice environnementale au sein du Centre communique pour la responsabilité des entreprises. Elle accompagne les investisseurs institutionnels dans leurs activités d'engagement auprès des entreprises et dans l'exercice de leur rôle d'actionnaire sur les questions de politique climatique. Elle est spécialisée dans l'investissement environnemental, social et de gouvernance, ESG, avec une expertise en matière de changement climatique, de droits des travailleurs, de sécurité des enfants en ligne, de gouvernance et de cadres mondiaux de rapport. Tracy met son expertise au service de la création et de l'animation de dialogue avec les entreprises et aide les investisseurs à déposer des résolutions d'actionnaires auprès des entreprises sur des sujets liés au changement climatique. Merci beaucoup, Tracy. C'est à vous. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être ici. C'est intéressant que nous fassions ce travail aujourd'hui. Aujourd'hui,
Je vais vous parler des rudiments de l'activisme actionnarial, ce que c'est, comment cela fonctionne, pourquoi c'est important. Donc, c'est une manière de parler d'enjeux très importants, que l'on puisse en parler pour que l'on puisse continuer à éduquer à ce sujet. Donc, l'apparition d'enjeux permettent à de nombreux acteurs de continuer à agir, à parler de ces enjeux que nous mettons sur le devant de la scène. Donc, c'est continuer à éduquer le marché d'une manière que nous engageons et cela met la lumière sur les bonnes et mauvaises pratiques qui sont souvent identifiées par les ONG et d'autres. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de différentes choses. Donc, premièrement, c'est le b.a.-ba de l'engagement actionnarial, comment cela fonctionne et comment l'on peut ensuite tenir les entreprises responsables pour le changement climatique. Donc, l'histoire de l'influence problématique de la politique climatique et comment les actionnaires se sont impliqués durant les 40-50 dernières années à ce sujet, comment les actionnaires utilisent cet outil et comment cela est différencié de certains marchés, certaines régions et ce qu'il peut faire, quels sont les outils que l'on peut utiliser, les outils de cette boîte à outils et quels sont les investisseurs institutionnels? Pourquoi sont-ils importants dans ce débat sur la décarbonation? Nous allons parler de comment ils votent, à quel point le vote est important, l'engagement, l'influence, dans leur influence générale, et qu'est-ce que cela veut dire pour vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Donc, désolé, c'est un petit peu lent. Donc, premièrement, les actionnaires s'engagent dans les entreprises et les décideurs politiques également depuis les années 90, voire même un petit peu plus tôt, avec le forage dans l'Arctique, la déforestation et des politiques d'action pour les combustibles fossiles. Et donc, c'est dans les années 90 que cela a commencé aux États-Unis et le problème a été reconnu, et notamment l'impact sur le changement climatique, sur le marché. Et ici, nous avons vraiment vu un virage avec le protocole de Kyoto, qui a été le précurseur à la discussion pour l'objectif zéro dans les années 90. Donc, il y a eu beaucoup de succès et les États-Unis sont devenus un des derniers pays à signer. Et ça dépendait de nous ici aux États-Unis de dépasser ce seuil, d'apporter les personnes, de les emmener avec nous. Et nous étions ici à la croisée des chemins pour que les choses s'améliorent. Donc, il y avait des entreprises des fabricants automobiles, des entreprises énergétiques qui se sont donc rassemblés dans dans la Global Climate Coalition, la coalition internationale pour le climat, et le protocole a été appelé le protocole de Kyoto. Il a eu beaucoup de succès. Donc, les investisseurs ont commencé à s'engager dans les entreprises et avec leur investissement pour le GCC. Et je pense que cela a vraiment représenté le travail dans les années 90. Et puis ensuite, il y a eu un échec de ces actions. Donc, cela nous a montré à quel point c'était important de nous impliquer pour les politiques environnementales, car l'importance est beaucoup plus importante que l'on ne se rend compte. Et les associations commerciales sont également très importantes. Donc, arrivons jusqu'à aujourd'hui. Je pense que la plupart des personnes présentes ici savent que les entreprises peuvent être une force pour le bon et peuvent nous aider à arriver à nos objectifs, notamment de décarbonation. Donc, qu'est-ce que l'activisme actionnarial? Comment utiliser cet outil? Donc, il s'agit d'investisseurs institutionnels, des individus qui se rendent à une entreprise, qui écrivent des lettres à la direction, qui organisent des appels, des réunions avec les entreprises, notamment sur Zoom. Donc, c'est là
partie la plus informelle et la manière formelle est la suivante. Donc, il peut y avoir des investisseurs qui achètent des grandes parts de l'entreprise pour avoir plus de pouvoir sur les actions de l'entreprise, pour ensuite partir, mais tout en ayant laissé sa trace. Et sinon, ce qu'il fait depuis 50 ans, c'est rassembler un groupe d'investisseurs institutionnels pour faire des dépôts de résolution d'actionnaires, non seulement sur le changement climatique, mais également sur les droits humains ou bien les droits des entreprises, des accès à la santé, des brevets sur les médicaments, des salaires justes et égaux, par exemple. Donc, on peut déposer des résolutions sur tous les marchés, mais cela dépend quand même. Donc, je connais plutôt le marché américain, européen, au Canada et en Australie. Et au Japon, il y a eu des propositions. Pas en Chine, mais il ne faut jamais dire jamais. Elles sont très communes en Amérique du Nord et en Europe. Et au Brésil, aujourd'hui, il y a maintenant un marché très fort d'investissement institutionnel. Donc, on peut donc déposer des résolutions chez les entreprises. Cela exhorte à l'entreprise de mettre en place des actions. Je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. Et cela demande des actions ou bien ratifier certaines actions. Donc, par exemple, en Europe, il y a des propositions qui ont été faites qui s'appellent les Say on Climate Proposal. Donc, c'est pour que les entreprises approuvent ou n'approuvent pas certaines actions à mettre en place. Ensuite, cette résolution peut être imprimée dans un vote par procuration. Donc, tous les actionnaires de l'entreprise voient tout ce qu'ils doivent prendre en considération et puis voter plutôt. Donc, avec des votes sur la restructuration ou bien l'achat de bons. Et puis, chaque actionnaire peut voter sur ces propositions. Sur des propositions qui sont non contraignantes, et donc c'est des propositions consultatives, ou bien des propositions contraignantes. Ensuite, si elles sont votées, cela dépend des entreprises avec des majorités qualifiées ou non. Ensuite, le conseil d'administration va être dans l'obligation de mettre en place ces résolutions. Donc, c'est un processus démocratique entre les actionnaires et entre l'entreprise et le conseil d'administration. Donc, il y a une élection, il y a des bulletins de vote, il y a un vote. Donc, c'est une part par vote, mais certains actionnaires ont plus d'actions et ont donc avoir plus de votes, plus de voix. C'est un peu comme la politique. Et puis, il y a les assemblées générales annuelles. C'est là où les votes sont mis en place, sont faits. Vous pouvez vous exprimer en ce qui concerne ce vote. Et dans les semaines qui précèdent, c'est le moment où les négociations sont faites sur ces propositions. C'est le moment où l'on contacte d'autres actionnaires, d'autres investisseurs pour leur expliquer pourquoi cette proposition est une bonne chose. On peut ensuite avancer le, le côté du changement climatique et à quel point c'est important. Donc, ensuite, par exemple, on peut ratifier la rémunération du PDG ou non. On peut décider de lier la rémunération du PDG aux actions climatiques ou non, ça a déjà été mentionné. Mais nous devons avoir sur le bilan des entreprises les chiffres qui concernent le climat. Donc, ces chiffres tiennent les entreprises pour responsables. Et c'est un peu plus sérieux et c'est plus pris en considération. On peut voter pour les administrateurs du conseil ou non. On peut présenter un candidat au conseil
on peut mener une campagne pour voter contre un administrateur, contre un, un directeur, un candidat, si il ne met pas en place les actions nécessaires pour le changement climatique. Donc, dans la plupart des marchés, il y a des institutions qui ont des portefeuilles plus grands, mais sur les marchés, il y a également des investisseurs individuels qui agissent. Donc, je vous ai parlé des propositions consultatives très courantes aux États-Unis ou en Australie. Nous n'avons pas besoin ici de 50% du vote pour qu'elle soit approuvée. Parfois, 20 ou 30% suffisent. Ou au Royaume-Uni, plus de 5% du vote suffisent. Cela peut déjà avoir un impact significatif sur le conseil d'administration pour qu'il prenne en considération un enjeu pour ensuite voir quelles actions peuvent être mises en place. Donc, le soutien dont on a besoin au sein des investisseurs est important pour le conseil d'administration, pour les entreprises. Cela dépend des circonstances, bien sûr, mais chaque vote compte pour pouvoir amener un conseil d'administration à prendre des actions, à mettre en place des actions. Donc, parfois, il y a des organisations qui conseillent les actionnaires pour leur vote, sur la manière dont ils doivent voter. Et s'il y a plus de 25 ou 30% pour une proposition, on va s'attendre à ce que le conseil d'administration mette en place des actions. Et s'il ne le fait pas, l'année d'après, il ne sera plus élu. Donc, il y a certaines stratégies mises en place. Donc, il y a des règles pour soumettre des propositions et ce dont on a besoin dans une entreprise pour les soumettre. Donc, cela dépend des marchés. Parfois, c'est 1% des parts aux États-Unis. C'est une échelle de 2000 à 2025 dollars. Donc, ça dépend depuis combien de temps vous avez été propriétaire de ces actions. Donc, il faut avoir ses propres règles concernant la présentation des propositions. Ce doit être une demande claire plutôt. Il faut également respecter les dates butoirs pour que cela puisse apparaître dans les circulaires de sollicitation de procuration. Donc, en présentant une proposition d'actionnaire, on peut avoir accès à de bonnes opportunités car on peut ensuite assister aux entreprises, aux réunions en ligne ou non. Certains sont allés présenter des propositions au nom d'un groupe d'investisseurs ou d'actionnaires, mais les négociations entre les entreprises et les investisseurs dans ce processus sont très importantes. Ce n'est pas la proposition elle-même finalement, ou même les votes. C'est tout le processus de négociation pour essayer de faire que l'entreprise s'améliore et ensuite mettre en place des actions. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Donc, ici, cela permet une certaine responsabilité des entreprises et cela permet d'avoir une influence sur le conseil d'administration. Donc, cela permet d'avancer ces enjeux et de mettre en place des actions sur le marché. Donc, en contactant d'autres investisseurs pour présenter l'enjeu en se basant sur les risques économiques. Et cela permet d'éduquer le marché. Donc, c'est très important. Donc, depuis le Covid, beaucoup de réunions d'actionnaires se faisaient en personne. On pouvait regarder les autres membres du conseil d'administration dans les yeux. On pouvait leur demander, que faites-vous pour l'environnement? Pourquoi est-ce que vous augmentez la proportion de produits qui viennent des combustibles fossiles plutôt que d'aller vers des énergies renouvelables? Aujourd'hui, beaucoup se font en ligne. On n'a plus ces mécanismes de responsabilité qui sont mis en place lorsque l'on regarde ces personnes dans les yeux, lorsque l'on négocie avec les personnes directement en personne. Aujourd'hui,
Les réunions sont souvent préparées à l'avance, les entreprises contrôlent qui parle, pendant combien de temps. Donc, ici, c'est un obstacle à dépasser pour à nouveau ouvrir les vannes de la responsabilité. Donc, cela amène de nouvelles opportunités que les individus et les investisseurs ont, car n'importe qui peut assister à une réunion en ligne d'actionnaires. Car avant, il fallait se rendre dans une certaine ville pour se rendre à une réunion en personne. Et c'est très coûteux. Donc ici, il y a certaines propositions, notamment celle de Wells Fargo. Donc elle a été soumise il y a un an. Donc il demande au conseil d'administration d'analyser et de faire des rapports de manière annuelle, de manière à des coûts raisonnables, en omettant les données confidentielles et les informations, il y a les informations confidentielles, et voir si cela s'aligne avec les activités de lobbying et l'influence politique, les activités de leur position de manière directe ou indirecte, avec l'objectif d'arriver à la neutralité climatique d'ici à 2050, en incluant les activités et les positions analysées, les critères utilisés pour évaluer cet alignement et l'engagement des actionnaires. Donc ici, il y a des paragraphes sur la manière dont, pourquoi les entreprises et comment le faire, comment elles peuvent arriver à cela. Donc ici, il y a le cas de Toyota. Donc c'est important car l'entreprise joue un rôle crucial dans le monde entier avec des politiques publiques qui vont dans l'autre direction, car elle a beaucoup misé sur les engins hybrides plutôt que sur les voitures électriques. Elle s'est battue bec et ongle au Japon et aux États-Unis pour maintenir le status quo sur les moteurs à combustion. Et d'ici à 2035, avec des mandats pour aller vers certains types de véhicules, notamment au Japon. Donc, les dirigeants de Toyota ont contacté le gouvernement japonais pour qu'il prenne des actions en ce sens, notamment en ce qui concerne la décarbonation des voitures. Et ça a été un contrepoids. Donc, cela montre comment certaines entreprises peuvent être les fers de lance et certaines peuvent parfois entraver le débat politique. Donc, il faut que les investisseurs et les actionnaires fassent attention au lobbying, qu'ils le dénoncent pour que les entreprises respectent leurs promesses et pour essayer de mettre la lumière sur les lobbies délétères pour créer des règles de marché international pour la décarbonation. Et un autre exemple encore, c'est Woodside. Donc une autre proposition qui était similaire. Donc les actionnaires demandent à leur entreprise d'arrêter tout leur combat privé et public, indirect et direct, qui sont en contradiction avec les conclusions de l'Agence énergétique internationale et du GIEC sur l'alignement des 1,5 degrés, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Donc, cela semble euh, un peu bancal, mais c'est important pour les actionnaires. Donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut faire avec l'activisme actionnarial. Donc, on peut ici remplacer des directeurs. On peut encourager les entreprises d'audit à demander une responsabilité pour les risques climatiques. Donc, on peut persuader le conseil d'administration d'agir. On encourage les entreprises à mettre en place des solutions, à investir dans ces solutions, à proposer des nouvelles solutions. Parfois, c'est assez ennuyant pour demander aux entreprises de développer des politiques, des processus, des engagements pour la gouvernance climatique. C'est également une très bonne opportunité pour que les entreprises travaillent avec leur chaîne d'approvisionnement ou leurs clients et les consommateurs, notamment par exemple les banques. Dans le secteur bancaire, comment
agir avec ses clients pour les stratégies de décarbonation, comment mesurer ici ce succès, comment est-ce que l'on continue de développer la décarbonation et comment encourager les clients à aller vers la décarbonation. Donc, qui sont ces investisseurs institutionnels? Donc, ils sont très diversifiés. Parfois, ce sont des groupes de prêtres, des, des groupes de sœurs. Parfois, donc il y a BlackRock, par exemple, Vanguard, Fidelity. Donc, il y a notamment ceux qui possèdent des atouts. Donc, par exemple, le gouvernement de la Norvège, ou bien le Japon, ou Singapour, qui a notamment un fonds souverains nationaux. Cela peut également être des fonds confessionnels d'une église, ou bien les dotations d'universités ou d'écoles. Puis, il y a également ceux qui gèrent les gestionnaires d'actifs, car les propriétaires d'actifs peuvent les licencier. Et durant les dernières années, nous avons vu des investisseurs institutionnels d'ONG qui ont licencié euh, leurs gestionnaires d'actifs à cause de leur gestion du changement climatique. Donc, il y a cette influence et ces leviers. Ils ne se contentent souvent pas seulement de gérer l'argent, mais aussi peuvent voter, fournir d'autres services tels que des recherches sur les propriétaires d'actifs, etc. Tout ce qui permet de demander des comptes aux propriétaires. Et les propriétaires d'actifs sont ceux qui ont le plus d'argent, mais les gestionnaires sont ceux qui gèrent le pouvoir et peuvent agir, peuvent influer justement sur les mesures pour atteindre la décarbonation, etc. On a aussi d'autres types d'entreprises ou de sociétés, des fonds communs de placement, etc., ou des compagnies d'assurance, par exemple, qui servent aussi de gestionnaires d'actifs. Et à l'heure actuelle, euh, le, le fonds d'investissement gouvernemental de pension du Japon est le plus grand propriétaire d'actifs uniques au monde, tandis que BlackRock est le gestionnaire d'actifs le plus important. Et environ un tiers des actifs totaux des gestionnaires sont investis de façon passive. Vous avez peut-être entendu parler du S&P 500 ou du FTSE. Et donc, ces groupes détiennent l'intégralité du répertoire d'entreprise, du portefeuille d'entreprise. Et euh, ils peuvent, en fait, gérer et décider de comment sont gérés les actifs. Donc, l'engagement devient crucial pour la gestion des risques et l'action climatique. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous impliquer? Alors, est-ce que vous avez un compte d'investissement ou un compte épargne retraite, un régime de pension auprès de votre travail? Est-ce que vous avez des parts dans un fonds commun de placement de différentes sortes, hein, vous avez peut-être aussi hérité directement des actions. Euh, Si vous faites, par contre, si vous avez un fonds commun de placement auprès d'une entreprise, vous ne pouvez pas voter, mais vous pouvez quand même demander des comptes par rapport à votre fonds commun de placement. Vous savez, c'est ce que j'ai fait, par exemple, en disant, eh oh, vous faites quoi là? Et vous avez aussi un vote pour justement le fonds commun de placement, puisque chacun de ces fonds est dirigé par un conseil d'administration et vous pouvez élire les administrateurs. Et pour moi,
J'essaie de vraiment de choisir un administrateur qui va être le plus ouvert d'esprit, qui s'intéresse le plus à ces enjeux climatiques, etc. Est-ce que vous avez hérité d'actions d'un membre de votre famille? Vous pouvez vous en servir. Même si vous avez une seule action, vous pouvez agir, hein, parce qu'une fois que vous avez, enfin, vous pouvez voter, vous pouvez participer aux réunions, que ce soit en ligne ou en personne. Vous pouvez aussi écrire au conseil d'administration en tant qu'actionnaire. Vous n'avez pas besoin de dire combien d'actions vous avez. Vous pouvez même soumettre une résolution. Parfois, il est même possible de ne pas être propriétaire d'actions, mais d'en emprunter ou de soumettre une résolution au nom de quelqu'un d'autre. On a même eu des employés, par exemple chez Amazon, hein, qui ont proposé des résolutions et qui ont fait en sorte que d'autres employés se rallient derrière eux et votent. Euh, et donc, si vous êtes au courant de ce qui se passe un peu de ce type de résolution euh, dans votre entreprise, vous pouvez aussi pousser justement en faveur hein, de ce type de vote. Si vous, pareil, vous faites partie d'une université ou d'une institution euh, d'éducation, vous pouvez aussi utiliser les dotations. Peut-être que vous faites partie d'une église ou d'un lieu de culte qui a aussi un fonds, par exemple, un fonds commun de placement. C'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni ou aussi et aux États-Unis aussi, par exemple, vous avez les ONG qui ont des actions et qui soumettent des résolutions, notamment PETA avec le bien-être animal, par exemple, ou d'autres organisations qui en soumettent auprès de grosses banques. Et d'ailleurs, si vous travaillez auprès d'ONG ou d'organisations de la société civile qui travaillent à de la recherche climatique, c'est important aussi parce que les actionnaires peuvent être un levier à exploiter pour justement faire progresser les discussions sur les enjeux climatiques, pour modifier les politiques publiques. Et voyez aussi comment vous pouvez vous entrer en contact avec d'autres investisseurs pour que justement cette recherche soit communiquée. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos questions. Je suis désolée, il y avait beaucoup d'informations et j'ai pas vraiment eu le temps de parler de l'influence climatique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'on peut en parler pendant la session de questions-réponses. Merci énormément, Tracy. C'était extrêmement euh, informatif et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir beaucoup d'influence sur plein de différentes façons. Donc, vous avez eu cette longue liste de comment vous impliquer, mais Jamie, avoir, euh, est-ce qu'on pourrait avoir la diapo pour voir un peu où on en est, tant qu'on a les interprètes présents, notamment pour la partie de questions-réponses. Je veux aussi communiquer les informations à tout le monde. Ok, super. Alors, je sais que la mission de Bonn a été un peu confuse pour beaucoup de personnes. Je suis désolée, mais juste pour vous donner quelques clarifications, vous écrivez 150 mots sur les deux sujets. D'accord? Ce n'est pas 150 sujets pour l'ensemble, c'est 150 pour la semaine 1 et 150 pour la semaine 2. Je sais que c'est difficile, mais c'est le but. D'accord? De prendre, de vous saisir de ces négociations extrêmement complexes et de les résumer. On a aussi mis à jour les formulaires Internet pour ajouter des sujets complémentaires, comme vous l'avez demandé, et la limite de caractère aussi a été augmentée.
Et petit rappel, vous avez jusqu'au 6 juillet pour remplir ces formulaires et merci de le faire parce que c'est obligatoire pour obtenir votre certificat. Diapo suivante. Alors, nous avons aussi une session demain, petit rappel d'être là. Ça va être une session interactive de Francis qui travaille à l'objectif résilience et qui fait partie aussi de quelque chose dont Alexis a mentionné. Et ça va être, le sujet va être développer une théorie du changement. Voilà, je crois que c'était les informations principales. On va maintenant pouvoir passer à à la session de questions-réponses. On a eu plusieurs questions très intéressantes et Mona et moi, on a essayé de les récupérer et de les mettre ensemble. Mais on va commencer peut-être par Karim, parce que Tracy, vous allez avoir peut-être une opportunité pendant les salles séparées. Alors, Karim, je crois que vous avez déjà un petit peu répondu, mais on disait, quelle est le meilleure manière, en tant que jeune personne, de soutenir vraiment la neutralité carbone? Merci beaucoup, Clarissa, et merci beaucoup de, de m'inviter à parler en premier. Alors, je crois que c'est une question très importante parce que nous sommes tous ici en tant que jeunes et on veut vraiment contribuer. Et moi-même, je me posais la question jusqu'à ce que je développe les critères en tant que négociateur, le développement de solutions, de politiques publiques. Et je pense qu'on peut faire tout ça, justement. À la base, il faut qu'on se rende compte qu'on est capable de faire ça, qu'on prenne l'initiative et qu'on fasse le travail. Et la génération au-dessus doit nous donner plus d'espace. Parce que moi, je n'aurais pas pu le faire sans personnes qui m'ont donné cet espace et qui m'ont fait confiance. Donc, vous pouvez évidemment vous rallier derrière votre organisation, la soutenir pour qu'elle intègre la campagne Objectif Zéro. Vous pouvez aussi faire du plaidoyer en termes de politique publique. Si vous avez une éducation un peu plus technique, vous pouvez aussi élaborer des solutions, etc. Il y a plusieurs manières. Merci beaucoup Karim et d'avoir été parmi nous aujourd'hui. L'autre question est surtout pour Tracy. Il y en a deux morceaux. La première, c'est la clarification. Donc, si on veut avoir vraiment une influence en tant qu'actionnaire, ça veut dire qu'il faut qu'on soit quand même assez riche. Et enfin, comment est-ce qu'on peut accéder à ces résolutions d'actionnaires? Est-ce qu'elles sont compilées quelque part? Est-ce qu'il faut aller sur un site en particulier? La personne qui pose cette question dit que la, la base de données, par exemple, est probablement accessible uniquement aux personnes de l'entreprise. Alors, la première question était, est-ce qu'il faut être riche? Non, pas du tout, parce que pour certaines entreprises, une action peut être 5 dollars, quelques centimes. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette action, même une seule action, parce que vous allez avoir ce bulletin de vote par procuration, et puis vous allez avoir aussi des rapports trimestriels. Euh, il y a beaucoup d'informations. Alors oui, il y a beaucoup aussi d'informations juridiques, économiques, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'informations accessibles qui parlent de comment l'entreprise dépense son argent, du marché, etc. Bon, alors, ça dépend typiquement des marchés. Mais aux États-Unis, beaucoup d'investisseurs ont petit, un petit bout de capital. Et souvent, aussi, les actionnaires, peu importe leur poids, vont en fait se mettre ensemble pour soumettre une résolution.
Donc, vous allez avoir une personne qui va être un peu meneur. Et souvent, il y a un seuil aussi, euh, parfois aussi un nombre d'investisseurs minimum pour soumettre une résolution. C'est là aussi que les employés, par exemple, euh, entrent en jeu. Parce que typiquement, ils vont permettre d'atteindre ce nombre alors qu'ils ont un portefeuille d'actions assez faible. Et donc, c'est en ça qu'ils peuvent avoir une grosse influence par rapport à ces seuils, à ces numéros, etc. Et même parfois, les gros gestionnaires d'actifs et les petits gestionnaires d'actifs vont se rassembler. On peut avoir quelqu'un qui va avoir 1 million enfin, des actions à hauteur d'1 million, d'autres des actions à hauteur de 50 000 et qui vont quand même se rassembler pour vraiment pousser en faveur d'une résolution. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces résolutions qui soient dans un langage accessible? Alors, il n'y a pas malheureusement de répertoire. Le PRI est effectivement réservé aux membres de l'entreprise. Il y a aussi parfois des propositions qui sont proposées, enfin des résolutions qui sont mises en ligne sur le site donc du Centre œcuménique pour la responsabilité des entreprises. Nous, par exemple, on a 2 membres qui ont soumis des dizaines et des dizaines de résolutions pour justement travailler avec d'autres. On peut aussi avoir des employés retraités qui vont soumettre des propositions, des résolutions, pardon, et celles-ci sont assez difficiles à trouver jusqu'à ce qu'on voit en fait le vote par procuration ou qu'on aille au site internet des- un, un site exprès qui est le SEC. Alors, c'est vrai que la formulation de la résolution doit être assez juridique parce que ça représente un espèce de contrat, mais beaucoup des déclarations sont assez intuitives. Parce que, par exemple, le dernier rapport du GIEC d'ici, parce que l'Agence internationale de l'énergie dit non, on ne peut plus soutenir euh, les combustibles fossiles. Et donc, on pousse pour telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui relèvent du sens commun, mais ça doit être formulé d'une certaine manière euh, pour certaines raisons. Moi, je dirais, l'idée, c'est vraiment de voir syndicat par syndicat, comment est-ce qu'on s'organise pour comment est-ce que c'est aligné avec les objectifs climatiques, etc. Est-ce que c'est bon? Oui, merci. On espère pouvoir transmettre les liens que vous avez mentionnés. Alors, je sais que Alexis doit partir bien assez rapidement pour une autre réunion, donc je suis pas sûre qu'on a le temps pour beaucoup de questions. En tout cas, merci beaucoup. On en a eu beaucoup de très intéressantes. Il y avait une question très intéressante sur l'argent euh, sale, notamment, etc. Alors, dans les salles séparées, n'hésitez pas à poser vos questions, à les discuter. Et vraiment, l'idée, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça. Voilà. Merna? Oui. Et merci aussi de remplir votre travail pour Bonn. On a résolu les problèmes.
que vous avez rencontrés. N'hésitez pas à nous renvoyer, à nous écrire par email. Et merci encore Alexis et Tracy. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas aussi à rejoindre les salles séparées pour plus de discussions. Jamie, est-ce que vous pourriez euh, ouvrir les salles? Allez-y, allez-y, ouvrez. Donc, petit rappel, si vous allez au bas de votre écran, l'icône pour la salle de discussion, c'est quatre petits carrés. Voilà, si vous pouvez essayer de retrouver des gens qui parlent la même langue que vous, si c'est difficile, n'hésitez pas à nous prévenir et puis on va voir comment on peut vous aider au maximum.